Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Triangle Socle du Congo. Trisoko, de ce jour, nous allons parler de la politique et du changement des mentalités, c'est-à-dire le mot de gestion, gouvernance publique, c'est comme ça qu'on peut aussi définir la politique, ou sinon mode de conquête du pouvoir, ou sinon le militantisme tel que nous sommes habitués de le voir avec les partis politiques, les organisations politiques, et un peu plus loin, même par moments, certaines organisations citoyennes qui jugent du bilan des politiques. Alors, avec M. Bifoumanou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Très bien. Nous allons un tout petit peu commencer par répondre à peut-être 2 ou 3 questions de nos téléspectateurs par rapport au sujet de la fois passée, l'histoire et le changement de mentalité. L'un de nos téléspectateurs disait « Notre histoire est truffée tellement d'autres faussetés qui sont enseignées aujourd'hui qui font qu'il est difficile que notre histoire puisse impacter sur nos mentalités, nous donner l'élan dans l'avenir. » Est-ce que vous affirmez cela aussi? Et surtout quand on parle de contre-vérité aussi dans l'histoire. Bon, ce n'est pas sous cet angle que je peux affirmer ça. Mais je reconnais que tout ce qui s'est passé, tous les faits qu'on a vécus dans le passé ne sont toujours pas bons, glorieux. Il y a eu beaucoup de bêtises. Beaucoup alors. Des antivaleurs qu'on ne peut même pas tout ce qu'on peut qualifier d'antivaleurs. Sinon, si les antivaleurs n'avaient jamais existé auparavant, l'homme serait sain. On n'en parlerait pas aujourd'hui. On n'en parlerait pas. Mais c'est parce qu'il y a eu des cas d'antivaleurs, des raisons pour lesquelles on parle de ça. Donc, par le passé, il y a eu aussi beaucoup de bêtises. De sorte que l'homme, comme on l'a dit la fois passée, l'histoire, on retient les faits qui ont une influence sur la mémoire collective. On ne retient pas tout. On retient seulement quelques faits, mais on ne doit pas retenir des choses qui inspirent les gens à faire le mal. Il faut retenir des choses qui inspirent les gens à faire du bien. Mais certains faits mauvais qui peuvent aussi aider les gens à se corriger aujourd'hui. C'est tous ces faits-là. Donc, il peut être mauvais comme fait, mais si ça peut aider la progéniture ou les futures générations, on doit parler de ça. Donc, ça, c'est normal qu'il y ait beaucoup de faits, bons ou mauvais, et il y en a plusieurs. Alors, une autre question, un téléspectateur disait, mais notre histoire déjà, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. Alors, comment est-ce qu'elle pourrait nous être utile lorsque ce sont les autres qui la racontent avec leurs émotions, leurs sentiments surtout? Justement, c'est pour ça qu'on doit on doit repenser notre façon de transmettre l'histoire. Si ce qui est écrit n'est pas l'œuvre de nous-mêmes, ceux-là ont jugé bon de nous transmettre ça, alors que ça ne nous aide pas à bien comprendre certaines choses. Donc, c'est à nous de dire, bon, cherchons dans l'histoire ce qui peut nous aider à ce que nous jugeons utile, qui peut digne, comme on le dit, ce que nous jugeons digne pour transmettre aux mémoires des générations futures. Mais comment nous pouvons chercher lorsque nous savons que l'histoire de notre pays, que nous avons aujourd'hui, l'histoire de nos sociétés traditionnelles ont été écrites par d'autres personnes et que ce sont eux qui ont sélectionné les faits qu'on nous raconte aujourd'hui et nous puiserons dans quoi? Parce que tout ce que nous connaissons, c'est ce qui a été raconté par les autres. Pas nécessairement. Ils n'ont pas tout raconté. Ils n'ont pas tout raconté. Et il n'y a pas seulement que ce qu'ils ont dit, ce qui les intéressait. Mais il y a d'autres vérités qui sont connues, mais qui n'ont pas été reprises par les historiens, par ces gens-là. Un cas concret. On dit que Simon Tumbangu, il y a des gens, un militaire, un policier de la force publique de l'époque, voulait le poignarder. Mais un esprit est sorti d'un safoutier et a déjoué, disons, à projeter même ce couteau. Et comment on peut... Alors, ça, c'est une histoire connue. Non, mais comment on peut attester que cela est vrai? Mais justement, parce que pour le moment, dans le musée d'Nkamba, ils vont présenter le morceau, un tronc d'arbre, le morceau d'arbre de ce safoutier-là, qui sera exposé au musée d'Nkamba. Voilà, est-ce que
Dans quel livre vous allez voir ça? Non, mais malheureusement, nous n'avons pas aussi des laboratoires qui peuvent nous aider à interroger cet arbre pour nous aider non, ce sont des faits vécus par certaines personnes. Hein? C'est comme aujourd'hui, quand vous allez en Kamba, il y a un endroit bien situé. On appelle ça carte de l'Afrique. Mais pourquoi carte de l'Afrique? Parce qu'on a constaté un phénomène à cet endroit-là. Et ce phénomène a représenté la carte de l'Afrique. C'est ainsi que pour immortaliser ce phénomène, on a encerclé. Ça existe. Mais dans quel ouvrage vous allez voir ça? Mais vous citez souvent Simon Kimbangu, surtout quand nous parlons de l'histoire de notre pays. Non, parce que... Non, mais je vais terminer ma question. Vous n'êtes même pas kimbanguiste. Est-ce que vous voulez dire par là que Simon Kimbangu est la colonne vertébrale de notre histoire? Non. On ne peut pas dire la colonne vertébrale, non. Parce que tous les faits historiques sont faits historiques. Il n'y a pas un fait historique plus important que l'autre. Tous sont des faits historiques. Non, mais on les sélectionne sur base de leur importance aussi. On parle d'abord de cette réalité. Tous les faits sont historiques. Même le mariage de votre papa et de votre maman, c'est un fait historique. Donc, c'est au même titre que tous les autres faits. Mais maintenant, quand il faut trier ce qui a de l'impact sur nous, sur notre progéniture, sur nos générations futures, c'est là où on donne une certaine hiérarchisation. Que ça, c'est un élément très important. Alors, quand nous parlons de Simon Kimbangu, c'est parce que il a évolué dans une dimension que les gens négligent, la dimension de la spiritualité. Alors que c'est là où nous pouvons trouver plusieurs solutions à nos problèmes. C'est la raison pour laquelle je jette toujours des petits faits comme ça, rappelés, pour dire que non, il y a eu un élément spirituel très important dans notre pays qui peut aussi qui peut nous aider à fonder beaucoup de convictions et beaucoup de principes pour notre bien. Comme Jésus, mais c'est l'histoire. Mais tel qu'on nous raconte l'histoire, tellement les gens en ont parlé, ça fondait aussi le développement de plusieurs peuples. C'est là, vous allez chez les... Mais malheureusement, pas son propre peuple déjà. Les Juifs n'ont pas fondé leur développement sur l'évangile de Jésus. Est-ce que vous voulez dire que Simon Kimbangu est pour nous comme ou Confucius et toutes les autres divinités connues dans le monde, notamment oriental? Mais c'est ça. C'est-à-dire quand vous faites une analyse comparative, historique, parce que tout ça c'est dans l'histoire, comment on peut faire une évaluation, une comparaison de tout ça? Vous dites, Bouddha fut un homme, un citoyen. Ce n'est pas une divinité ou un esprit. Bouddha fut un homme. Jésus, on dit, Emmanuel, Dieu fait homme. Il était homme, il avait la chair. Mahomet mêmement. Confucius mêmement. Et Simon Kimbangu aussi. Maintenant, quand on fait l'analyse de ce qu'ils ont fait de leur vivant, vous-même, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire cette analyse, c'est alors qu'ils pourront dire que représente Simon Kimbangu, que représente Bouddha, ainsi de suite. Donc, mais sinon, peut-être déjà nous dire que comme nous sommes Congolais, nous pourrons peut-être glisser dans le fanatisme, que nous disons non, Simon Kimbangu... Non, mais je voudrais que vous puissiez nous dire votre conviction personnelle. Est-ce que tous les Congolais devraient se reconnaître en Simon Kimbangu? C'est ça? Oui. Comment vous expliquez ça? Oui. C'est-à-dire, se reconnaître en Simon Kimbangu, pas adhérer à l'église kimbanguiste, non. C'est-à-dire, l'église, c'est un problème de conviction, un problème de doctrine. De foi aussi. De foi. Là, on ne peut pas dire que tous les Congolais puissent adhérer à Kimbangu. Ça, on ne peut pas obliger les gens à faire ça. Mais reconnaître Simon Kimbangu, oui, tous, sans exception. Non, mais reconnaître Simon Kimbangu à la taille de Patrice Emery Lumumba, parce que ça, au moins, les Congolais ont réussi à le faire. Mais plus que Patrice Emery Lumumba. Ne dites pas ça quand même. Mais si. Comment vous expliquez? Mais d'abord, les deux n'ont pas évolué à la même époque. Quand Simon Kimbangu est mort, Lumumba avait quel âge? Il faisait quoi? Il était encore très jeune. Il était déjà adulte, mais pas... il n'était même pas connu. Non, mais aujourd'hui, vous vantez les mérites de Simon Kimbangu, mais eux qui ont milité pour l'indépendance n'ont même pas une seule fois, bon, je ne sais pas, peut-être je le dis sous réserve de ce que je sais, eux qui ont milité pour l'indépendance n'ont pas fait allusion à lui dans leur lutte.
Vous en rappelez quand même. Mais c'est ça l'ignorance. Qui dit ça? C'est quand vous entrez dans l'histoire, si vous voulez connaître l'histoire, ne vous limitez pas simplement à ce qui se dit sur le plan livresque. Interrogez les contemporains de l'histoire, ceux qui ont fait cette histoire-là. Ils existent. Qui ignore que l'indépendance de ce pays, le groupe détonateur de cette indépendance, c'est l'Abaco? Qui ignore ça? Oui, mais on parle de Simon Kimbangu. Non, mais j'arrive. Maintenant, si vous ignorez, tout le monde reconnaît que non, c'est l'Abaco qui est à la base de l'indépendance dans ce pays. Il y a des gens qui ignoraient ça, mais de plus en plus, ils commencent à comprendre que c'est ça la vérité. Et que la SODEMA, que je dirige, va organiser une messe le 28 août, mais malheureusement, ça ne sera pas à Kinshasa, mais à Luozi, en mémoire de Daniel Kanza, qui fut le vice-président de l'Abaco. Pour Kassavou, le président de l'Abaco, la messe a eu lieu le 24 mars. On l'a maintenant pour son vice-président. Pour le fondateur de l'Abaco, la messe a eu lieu au mois le fondateur, c'est Nzenzalan. La messe a eu lieu récemment. Et maintenant, Daniel Kanza va organiser des messes ce samedi à Luozi. Et pourquoi? Mais c'est parce que c'est les pionniers, c'est eux qui avaient dirigé. D'abord, ils ont créé le mouvement et ils ont dirigé le mouvement, les trois. Mais tous ces trois, leur force, ils la puisaient où? Leur conviction, leur force intérieure qui les poussait à se battre sans avoir peur, parce qu'ils étaient sûrs de la victoire. Mais il l'a puisé chez Simon Kimbangu. Non, mais Simon Kimbangu, quand même, lui, a réussi à imposer, ou sinon, ses convictions se sont imposées. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une église indépendamment qui de est ça. aussi grande. Oui, indépendamment de ça, quand c'est la vrai. Lutte mais parlons de l'Abaco. Quand la lutte de l'indépendance a commencé, l'église kimbanguiste, dans la structure actuelle, n'existait pas encore. Ça, c'est vrai, oui. Mais les tenants de l'Abaco avaient fondé leur espoir en Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu avait déjà annoncé le fait que ce pays deviendra indépendant. En 1921, il a annoncé ça. En 1944, il a précisé que vous deviendrez indépendant dans 16 ans. Il connaît cette histoire. Vous ne savez pas ce que le rôle joué... Un instant, c'est très important. Vous ne savez pas le rôle joué par les Bangunza pour l'indépendance de ce pays. Qui vous a déjà parlé de ça? Qui ne sont pas kimbanguistes, eux aussi. Non, les Bangunza ne parlaient pas... L'église kimbanguiste est arrivée après. Mais les Bangunza, quand ils jouaient leur rôle pour la lutte contre afin de l'indépendance, l'église n'existait pas. Mais ils travaillaient en collaboration avec l'Abaco. Toutes les grandes décisions, ça je vous dis parce que j'ai causé avec des témoins oculaires de cette démarche, toutes les grandes décisions de l'Abaco ils avaient comme conseil spirituel les Bangunza. Quel rôle ils jouaient? Posez-leur la question. Alors, mais ils fondaient leur force sur quoi? Sur Simon Kimbangu. Les Bangunza sont devenus une grande communauté dans notre pays, dans l'ECC d'ailleurs. Non. Ils ont même des fédérations. Okay. Mais malheureusement, comme les grands sont morts, ce sont les jeunes qui continuent à pérenniser ce courant philosophique-là. Oui, mais à part ça, nous avons aussi les kimbanguistes qui sont très forts. Je pense que c'est peut-être la deuxième ou la troisième, c'est pas quatrième religion. Ça, c'est une structure. Mais parlons de l'Abaco, oui. Oui, ça, qui c'est normal. était aussi une structure. C'est une structure actuelle. Est-ce qu'on peut regretter de la disparition de l'Abaco ou sinon elle avait vraiment fait son boulot? Non. C'est-à-dire quand on analyse les choses selon la loi naturelle de l'évolution, on ne peut pas regretter. Sinon, on se mettrait aussi à regretter le MPR de Mobutu, parce que Mobutu a fait aussi du bien dans ce pays. On se mettrait à regretter le PRP de Laurent Désiré Kabila, parce qu'il a aussi fait du bien dans ce pays. Et on se mettrait aussi à regretter le PPRD de Joseph Kabila, parce qu'il a fait aussi du bien dans ce pays. Ce n'est pas comme ça qu'on doit avoir cette approche. C'est-à-dire, quand le présent efface quelque chose, donc, on ne doit pas regretter, on doit se dire pourquoi c'est effacé. Maintenant, c'est à vous de rechercher des leçons dans ce qu'on vient d'effacer pour redevenir, pour refaire l'avenir. Parce qu'il y a des gens qui regrettent la colonisation. On ne peut pas regretter la colonisation.
Chaque chose a son temps. Quand le temps est arrivé, la mission le plus important, est-ce que la BACO avait-elle atteint l'objectif qu'elle s'était assigné? Si oui, donc même ça disparaît. Mais pourquoi ça n'arrive qu'au Congo pendant que nous savons il y a des pays où nous avons des partis politiques centenaires et même millénaires? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser. Ah mais oui, surtout les partis pionniers où étaient des pionniers de leurs indépendances, je vous jure, vous trouverez que ces partis-là ont une longévité extrêmement étonnante. La résistance française était conduite par qui? Par Charles de Gaulle. Où est son parti politique? Charles de Gaulle, où est son parti politique? Donc c'est pour dire que ça sont des petites choses. Le plus important, est-ce que Charles de Gaulle avait-il atteint son objectif? Oui. Avec qui? Avec tel. C'est simplement suffisant. Maintenant, si vous voulez pérenniser ce parti-là, mais peut-être que ce parti avait des principes qui sont maintenant dépassés. Parce que l'objectif, quand vous l'avez atteint, il faut renouveler maintenant un autre objectif. La BACO s'était battue pour l'indépendance. On a atteint l'objectif. Maintenant, la BACO devait se refaire des philosophies pour continuer. Mais s'ils n'ont pas eu le temps de refaire cette philosophie, mais ils ne pouvaient que disparaître. Et c'est peut-être parmi le mal congolais. Quand on atteint un objectif, on a du mal à voir encore plus loin par rapport à ce qu'on a construit. Mais ce sont des leçons qu'on doit maintenant acquérir, pour mieux faire. Voilà, mieux faire, c'est en politique et changement de mentalité. On y revient maintenant, M. Bifoumanou, où nous parlons de la mode de gestion. Ça, nous allons peut-être en parler en deuxième position, mais parlons de ce mot de conquête du pouvoir, le militantisme dans notre pays. Est-ce qu'on peut croire que la politique chez nous peut aider au changement de mentalité? D'abord, première question, est-ce que la politique est aussi faite de vocation? Le plus important, on doit comprendre, j'insiste, le plus important, on doit comprendre pourquoi la politique. C'est quoi la politique? Quand on fait la métaphysique de ces concepts-là, c'est là qu'on comprendra pourquoi on parle de la politique, tout simplement parce que nous sommes des milliers de personnes dans une société. Des milliers de personnes. Maintenant, chaque personne a son intérêt. Tu peux avoir besoin de manger maintenant, mais moi, je n'ai pas faim, je n'ai pas envie de manger maintenant. Maintenant, si je te dis, bon, moi, je n'aurais faim ou je ne mangerai qu'à 18h. Or, toi, tu as faim, tu voudrais manger à 12h. Donc, nous avons déjà des intérêts divergents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est toi qui dois m'attendre pour manger à 18h ou c'est moi qui dois m'obliger à manger à 12h, même si je n'ai pas faim? Et si là, nous sommes deux. Et si nous sommes 5, 10, 20? Chacun, ah non, moi, ce n'est pas à 18h, mais moi, selon mes esprits, je dois manger à 16h. Tel autre, non, moi, je dois manger à 8h. Voilà des intérêts divergents. Donc, il faut maintenant une façon de faire pour concilier les intérêts. Et c'est ça la politique. L'art de concilier les intérêts dans une société. C'est aussi l'art de concilier les intérêts dans une société. Au-delà de la gestion, notamment, c'est ça la gestion même. Mais c'est ça la gestion. Nous sommes dans tout ça. Parce que cet art-là exige quoi? Vous devez connaître les intérêts des uns des autres. Vous devez les connaître. Deux, ça c'est la première chose. Deux, vous devez avoir des éléments de solution. Ah bon, comme tel a tel intérêt, ce groupe a tel intérêt, nous avons en face de nous 10 intérêts différents. Maintenant, il faut chercher à concilier ces intérêts pour avoir une seule voie à imposer à tout le monde. Oui, mais ça passe par les lois, les règles que nous avons. Non, loi, le droit n'est que le moule. Je dis bien, le droit, c'est le moule juridique de ce qui a été décidé politiquement. Maintenant, on s'est convenu, on doit gérer les intérêts d'autres. Désormais, au lieu que tel vienne dire, moi je vais manger à 8h, tel autre... Non, mais les règles, c'est notamment un instrument important pour aider la politique à bien fonctionner. Non, ce ne sont pas les règles qui précèdent la politique. C'est la politique qui précède les règles. C'est ça la réalité. Comment on définit la politique? Parce que chez nous, mais non, je vous dis, elle a du mal à être comprise par les uns et les autres. Non, ça c'est autre chose. Parce que finalement, aujourd'hui, nous pouvons donner bien raison à une fausse définition qui a circulé dans le temps. Et d'ailleurs, quand vous êtes encore jeune, la politique, l'art de mensonge, l'art de mentir.
tout ce que nous connaissons. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que les gens vivent du jour au lendemain. Non, mais justement, c'est-à-dire, moi je commençais par la métaphysique même de la politique, dans les principes premiers. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Du fait qu'il y a plusieurs intérêts divergents, ça peut être les individus, ça peut être des groupes, telle société, telle tribu et telle tribu, telle église et telle église. Donc, les intérêts sont divergents. Maintenant, pour que, entre-temps, vous avez vos intérêts divergents, mais vous devez vivre ensemble dans une même société. Alors, maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire, ah, tel ou tel intérêt, je dois les mettre ensemble. Pour les mettre ensemble, il faut que vous, qui exigez de manger à 12 heures, et celui qui exige de manger à 18 heures, accepte ce que vous allez leur proposer. Ah non, maintenant, pour calmer les jeux, au lieu de 12 heures et 18 heures, bon, moi je prends le juste milieu. Bon, chers amis, désormais nous allons commencer à manger à 15 heures. On en fait une loi. Maintenant, on en fait une loi. Vous qui mangez à 12 heures, sacrifiez-vous. Vous devez manger à 15 heures. Vous aussi qui mangez à 18 heures, sacrifiez-vous, vous devez manger à 15 heures. La loi tombe désormais. Maintenant, ça, c'est l'homme politique qui prend cette option. Que non, moi je vais proposer qu'on commence à manger à 15 heures. Ça, c'est l'homme politique. Maintenant, pour que ça devienne une obligation de tous, on va au niveau du Parlement, coulez-moi ça sous forme de loi. Que désormais, la loi est là, tout le monde doit manger à 15 heures. Et quand la loi sort, vous tous vous pliez. On a réglé un problème. Mais ce n'est pas les droits qui précèdent les actes, mais c'est-à-dire la politique qui s'arrange, qui trouve les orientations et qui fait mouler ça sous forme de droit. Oui, mais... Donc ça, c'est le rôle divin, même, je dois dire. Ça, c'est le rôle divin de la politique. Parce que la politique, ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est Dieu qui voudrait que les hommes puissent évoluer de cette façon-là. Dans l'ordre. Et c'est normal que dans une société, qu'il y ait des gens qui sont habiles, qui ont cette habilité, qui ont ces dons de pouvoir... C'est pourquoi j'ai parlé de vocation. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire la politique. Mais non, mais c'est comme le sport. Hein? Tout le monde ne peut pas faire le sport professionnel. Vous avez besoin de faire le sport. Vous faites le sport, mais vous n'êtes pas arrivé au niveau professionnel. Vous priez, mais vous n'êtes pas arrivé au niveau... Non, mais je voudrais que vous puissiez aider les politiques qui vont nous suivre, qui nous suivent d'ailleurs déjà, pour qu'ils comprennent quelles sont les qualités d'un bon politique. Justement, là, ça vient après. Ça pose aussi problème dans notre société. Non, mais nous comprenons la définition. Même pas la définition, la philosophie intrinsèque de la politique. C'est l'art de concilier les intérêts dans une société. Ça, c'est fondamental. Bon, maintenant, pour concilier les intérêts, je dis, il faut connaître ceux pour qui vous allez concilier les intérêts. Si ce sont des églises, il faut connaître ces églises-là. Si ce sont des sociétés, il faut connaître ces sociétés-là. Ça, c'est les politiques. Donc, les politiques doivent connaître les intervenants ou les acteurs dans sa communauté. Non, mais les acteurs sont faciles à connaître. Maintenant, les politiques qui sont capables à concilier ces intérêts, alors, ils doivent quand même avoir des qualités. Mais c'est ça d'abord. La première qualité, connaître. Donc, vous n'allez pas aller faire la politique des gens que vous ne connaissez pas. De la politique ou l'homme politique, celui qui veut faire la politique, celui qui veut aider la communauté à concilier les intérêts, doit connaître sa communauté, doit connaître les composantes de sa société. Première chose. Mais cette connaissance passe par quoi? L'homme doit s'intéresser à ces gens-là. Connaître ne pas dire qu'il faut nécessairement être docteur dans tel domaine pour connaître. Non. Le fait d'être proche de la population, de s'intéresser à la population. C'est ça la connaissance. Ça vous aide à connaître cette population-là. Donc, c'est déjà un devoir, une qualité. Un homme politique, un bon homme politique doit être proche. Proche, connaître d'abord. Connaître. Si cette connaissance vous oblige à être proche, faites-le. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir des hommes politiques éloignés de leur base? Non, connaître. Personnes. Non, il y a des gens, il y a des hommes politiques qui ne sont pas des éloquents, qui soulèvent les foules quand ils parlent. Parfois, non. Mais ils font du bon boulot. Ils concilient facilement. Donc, connaître, on peut bien connaître, mais vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'avez pas ce talent-là d'être proche de la population, d'aller parler, parce qu'il y a aussi des démagogues qui vont pour parler, et puis des escrocs
qui parlent entre eux ne connaissent pas la population. Alors parlons de notre société. Donc, quand ils vous connaissez, c'est déjà une grande qualité, très grande qualité, connaître. Parce que là, vous saurez orienter les solutions. Là, maintenant, vous saurez tel a tel besoin, tel a tel besoin. Maintenant, moi, je concilie et puis on moule ça sous forme juridique. Ça, c'est un. Deux, maintenant, avoir cette capacité-là de chercher des solutions. C'est ça le grand problème. Justement, de vous connaissez, comme je connais ces gens-là, maintenant, qu'est-ce que je peux leur proposer? Faut-il leur proposer une solution sur le plan médical? Mais moi, je ne suis pas médecin. Mais du fait que vous orientez déjà sur le plan médical, vous n'êtes pas médecin, au moins vous direz, je dois appeler des médecins pour venir m'aider. Vous voyez cette capacité-là de connaître et de situer là où on peut trouver des solutions. Et quand vous avez cette capacité de situer là où vous pouvez trouver des solutions, c'est que vous mettrez en balance ceux qui peuvent être utiles dans ce secteur-là. Vous n'êtes pas médecin, mais là on a besoin des médecins qui doivent agir, mais vous les appelez. Vous n'allez pas vous dire, comme moi je ne suis pas médecin, je suis complexé d'appeler les médecins. Non. Donc les vrais politiciens doivent être capables de proposer des solutions aux problèmes de leurs administrés. Non. Il faut bien comprendre la nuance. Il doit avoir cette capacité de concilier. Maintenant, il peut avoir le flair que la solution, ce n'est pas avec exactitude, que la solution, je répète seulement l'exemple des médecins, la solution doit venir du côté médical. Je sens que moi, je peux donner, mais ce sont les médecins qui peuvent m'aider à donner une bonne solution. Voilà, le cas de Covid, par exemple. Mais le politique est là. Mais il s'est dit, non, moi je ne suis pas politicien, médecin, mais je sens que la solution à ces problèmes de Covid doit venir des médecins. Est-ce que le chef de l'État s'est dit, bon, moi, je me fais médecin pour donner la solution? Non. La moindre des choses, bon, vous, médecin, tel, venez. C'est votre domaine. Oui, bon, donnez-moi faites-moi une proposition. Chef, voilà. OK. Maintenant, le chef fait de cette proposition sienne et promulgue. Coule ça sous forme juridique, sous forme d'ordonnance, sous forme de loi. C'est ça l'homme politique. L'homme politique peut ignorer l'économie. Mais quand il a le flair que c'est dans le domaine économique qu'on doit trouver la solution, est-ce qu'il y a des économistes ici? Oui, ils sont où? Venez. Vous venez, je vous explique mon besoin. Et vous, en tant que connaisseur, technicien, c'est ici qu'on parle de technocrate. En tant que technocrate, vous aidez maintenant, non, ça. Vous faites vos combinaisons. Et puis, vous venez chez le chef. Chef, après avoir fait toutes les combinaisons, voilà ce que nous vous proposons. Et quand le chef est convaincu, maintenant il peut décider ordonnance. Allez, Parlement, faites ça sous forme de loi. C'est ça l'homme politique. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc c'est là où nous disons, la politique, il faut, vous qui êtes acteur politique, il faut connaître votre société très bien et puis avoir cette capacité de faire des propositions, des solutions. Ce n'est pas que les solutions doivent nécessairement venir de votre cerveau, mais vous devez avoir la capacité d'interroger même les autres. En France, par exemple, la loi Stasi, plutôt la commission Stasi, c'est-à-dire, il y avait, à l'époque où il y avait le problème de l'islam, maintenant, la France devait avoir comment gérer l'islam en France. Mais Chirac était un intellectuel. Dans son cabinet, il y avait les premiers ministres, il y avait tout le monde, des parlementaires, des grands intellectuels. Mais le président de la République a créé une commission, la commission Stasi, que réfléchissez et faites une proposition, comment devons-nous commencer à gérer l'islam en France? Mais la commission a fait le travail, ils ont fait les rapports, les chefs de l'État avaient tout accepté, sauf la date, parce qu'ils avaient proposé qu'il y ait une date annuelle où un jour férié, comme le 25 décembre, c'est Noël, c'est le chrétien, on cherchait aussi une date de ces gens-là chez les musulmans, que ça devienne un jour férié. Ça, les chefs de l'État refusé. Mais tout le reste, il avait accepté. Ça prouve quoi? Lui a une idée, il oriente, maintenant les techniciens travaillent et ils lui font les feedbacks et lui décident. Et au regard de notre système politique, notre système de gestion, on peut dire que nous avons au moins la chance d'avoir des gens à la hauteur de leurs responsabilités, surtout s'il faut parler de la gestion. Mais maintenant, quand on parle de la politique, est-ce que la politique influence
le changement de mentalité. Répondre à cette question, il faut voir ça sous deux angles. Angle vocation, ce qu'on vient de dire, que c'est eux qui doivent, c'est la politique qui doit comprendre la société et faire des propositions, des solutions pour la société. Et puis, angle acteur, les acteurs, nos acteurs politiques. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur mission? Mais la loi sur les partis politiques, parce qu'ils sont politiciens, ils sont régis par une loi. Tous les partis politiques sont régis par une loi. Cette loi oblige, je ne dis pas propose, non. L'article 2 de cette loi oblige les partis politiques à conscientiser leurs militants, à parler à leurs militants pour les sensibiliser en faveur des problèmes du pays. L'éducation civique. Voilà, l'éducation civique oblige les partis politiques à contribuer pour éduquer civiquement les militants de leur parti. Éduquer civiquement, ça veut dire quoi? Organiser des matinées politiques pour parler de l'histoire du pays, de la vision du pays, ou sinon, comme nous le voyons chez nous, des matinées politiques pour se dire tout ce qu'on connaît et surtout pour se lancer de journée. Non. D'abord, sur le plan civique, quand on parle de l'éducation physique, c'est d'expliquer éducation civique. C'est expliquer à l'enfant ou à l'adulte ou à toute personne ses droits et obligations par rapport à la loi, par rapport à l'État. Vous êtes Congolais. Quels sont vos droits, vous? Quelles sont vos obligations par rapport au pays? Et sur ce plan-là, les partis politiques ont réussi quand même, non? Échec total. Comment ça? Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils parlent devant la masse pour dire non, le gouvernement proposait ceci, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. Nous devons, quand ils parlent des droits, c'est dire nous voulons qu'il y ait au Sénat autant de personnes, nous voulons qu'ils soient de notre parti. Voilà, là au moins les bruits de ces gens-là, ils les font bien. Mais dire, ou les droits, la liberté d'expression, parce qu'ils doivent parler, ils veulent bien parler comme ils veulent, droit d'expression. Ils veulent marcher comme ils veulent. Non, mais ça fait partie de leurs droits quand même. Mais ce sont ça fait partie droits. des droits de chaque citoyen. Mais il y a des pourquoi pas les groupes de pression, les groupes de masse comme les partis politiques n'en parlent pas? Les partis politiques défendent ou soulèvent, vont seulement du côté droit. Vous avez droit à ceci, vous devez réclamer vos droits, vous devez réclamer vos droits. Vous devez vous battre pour vos droits. Voilà ce que transmet les partis politiques. Nos partis politiques. Parce que ces droits-là sont à leur avantage. Quand il faut marcher, disent j'ai le droit de faire ceci, allez, allons. Voilà là où ils sont. Or, ces droits-là, c'est pour que leur voix soit entendue, mais à travers quoi? À travers la marche. Donc, c'était l'intérêt pour eux. Mais combien de partis politiques se battent pour défendre, pour expliquer les obligations des citoyens ou des militants? Combien? Rien. Quand il s'agit des droits, ils sont tous visibles. Mais quand il s'agit maintenant d'expliquer aux militants, vous avez aussi des obligations. Vous devez respecter vos obligations, remplir. Combien de partis le font? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas besoin de respecter ces obligations-là. Ils ne veulent même pas d'ailleurs. L'exemple typique et élémentaire, l'impôt. Combien de partis payent l'impôt? Zéro dans un pays. Parce qu'ils gagnent quoi pour payer quoi? Mais non, ça c'est un débat technique. S'ils les doutent, s'ils ne payent pas d'impôt, parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent payer, ou ils estiment qu'il n'y a aucun impôt à payer, là nous entrons dans le domaine technique. Non, nous sommes prêts à les respecter. C'est beaucoup plus facile aussi de dire qu'écoutez, les partis politiques gagnent ceci, et qu'en contrepartie, ils doivent reverser autant à l'État. Non, c'est ce que je dis. Dans les partis politiques, ils ont des intellectuels. Les partis politiques ont conçu la loi. Et ici, nous parlons dans un contexte où les partis politiques ne sont ni subventionnés, ils n'ont même pas de subventions. Ça, ce n'est même pas le problème. Non, mais c'est un problème sérieux. Mais les partis nous avons besoin de partis forts, nous avons besoin de partis qui soient en avant-plan pour organiser notre société sur ce plan-là, construire la superstructure, mais malheureusement, des partis qui sont aussi pauvres, mais livrés. Ici, il n'y a pas un problème de pauvreté des partis. À leur misère. D'abord,
les partis doivent déposer leur bilan, leurs états financiers. Est-ce qu'ils le font? Déposez simplement. Que vous n'ayez rien obtenu, mais déposez simplement. Est-ce qu'ils ont des états financiers? S'ils les ont, pourquoi ils ne les déposent pas? Non, mais vous savez, sur ce plan-là, on dirait, quand on parle des états financiers, des bilans notamment, comme si c'est une question de bonne foi. Si l'État est là, pourquoi il ne les contraint pas à le faire? Là, c'est un autre aspect. Non, mais c'est un aspect important. Non. C'est-à-dire, c'est-à-dire, eux ne veulent pas faire ça et ils ne voudront pas entendre parler qu'on soulève cet aspect. Surtout que c'est eux qui sont aux affaires. Ce sont les représentants de ces partis qui sont aux affaires. Mais c'est la moindre des choses. Mais ils savent que là où ils sont dans les parlements, tout ça, eux payent des impôts. Mais pourquoi ils ne peuvent pas demander à leur parti de payer des impôts? Parce qu'ils utilisent des gens, même si ce sont des occasionnels, à qui ils payent des petites collations. Mais c'est une collation. La loi dit quoi? Vous devez retenir. Il y a combien de partis qui ont leur propre siège? Très peu. Les autres sont des locataires. Mais vous êtes locataire. Est-ce que vous payez l'impôt sur les revenus locatifs? Quel bailleur aujourd'hui va vous permettre d'aller soustraire Là, c'est notre débat. C'est notre débat. Mais voilà les obligations. Est-ce que les partis politiques favorisent-ils à leurs militants ou expliquent-ils à leurs militants cette obligation? Eux-mêmes, est-ce qu'ils savent d'abord que c'est une obligation pour eux? Alors que leur loi est claire. Voilà déjà, les partis politiques devaient être des modèles, des exemples. Sur le plan, par exemple, de la fiscalité, ils devaient faire ce qu'ils devaient faire. On n'exige pas aux partis politiques de payer beaucoup d'impôts, non. L'impôt est payé proportionnellement aux activités que vous faites. On n'exige pas plus que ça. Mais le fait d'ignorer, moi, ce qui dérange, c'est l'ignorance. Ou c'est l'ignorance, ou c'est le gangstérisme. Tout simplement. J'ignore, bon, vous avez tort d'ignorer. Et l'autre fois, vous avez parlé du satanisme. Mais bien sûr, quand vous êtes dans le gangstérisme, mais vous êtes un adepte du satanisme. Parce que vous savez que vous devez faire ça, mais vous refusez. Alors que vous savez aussi bien qu'en faisant ça, vous allez engendrer le bien dans votre pays. Mais vous ne le faites pas. Ça signifie quoi? C'est le véritable satanisme. Mais déjà, nous avons du mal à avoir des partis politiques qui conçoivent leur programme un programme détaillé. Et surtout, on parle aussi de la fiscalité. C'est-à-dire combien, moi, quand je serai au pouvoir, je vais mobiliser pour résoudre le problème des gens. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de matière que vous pourrez fournir aux partis politiques pour concevoir leur programme autour des idées, et notamment pour booster mais c'est ça les partis politiques. Quand je dis les politiques peuvent impacter sur le changement de mentalité, c'est ça. Si les partis politiques, dans leurs états-majors, retiennent de telles orientations, mais ils vont en parler avec beaucoup de courage auprès de leurs militants. Ah, chers amis, vous devez commencer à payer les impôts. Nous, quand nous serons au pouvoir, si on n'a pas l'argent, on ne saura rien faire. Vous devez payer l'impôt. Vous devez remplir telle obligation. Vous devez faire ça. Ça, c'est la sensibilisation. Quand les partis politiques se mettent à sensibiliser, mais c'est le changement de mentalité aussi des militants. Et ces militants-là, comme ils viennent de familles différentes, on peut avoir deux frères, mais qui appartiennent à deux partis différents. Celui-ci entend le même discours. Celui-là aussi entend le même discours ailleurs. Quand ils vont se retrouver à la maison, ils vont parler de ça. Ça va contribuer aussi à sensibiliser leurs épouses, leurs enfants, ainsi de suite. Mais combien de partis se donnent le culot de sensibiliser pour le respect des obligations? Seulement pour revendiquer les droits. Mais pour le respect des obligations, rien. Alors que c'est leur devoir. Ce n'est même pas une faculté. Non, c'est un devoir pour les partis politiques. Mais ils refusent de remplir ces devoirs. Non, refuser, c'est quand même trop dire. Mais parce qu'ils ne le disent pas tout. C'est peut-être l'ignorance. Bon, qu'ils disent qu'ils ignorent. S'ils ignorent, c'est dangereux aussi. Comment quelqu'un qui a la vocation de diriger tout un pays doit ignorer des faits élémentaires? S'il refuse, c'est dangereux aussi. Comment lui, qui connaît, mais il refuse de faire? Donc, ils sont devant un dilemme. Qu'ils refusent, c'est mauvais. Qu'ils ignorent, c'est mauvais. Alors, en conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin,
la politique chez nous telle qu'elle est pratiquée, elle a encore du mal à impacter sur les mentalités, surtout que ceux qui adhèrent aussi, les acteurs dans le domaine politique, ont encore du mal à saisir le sens de leurs responsabilités. Mais bien sûr. Dans leur lutte. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas seulement avoir des états-majors, tel parti fait son état-major. Non. On devait même avoir des états-majors de tous les partis politiques. Comme ça, on retravaille un peu leur cerveau pour dire, bon, nous sommes des partis politiques, qu'est-ce que nous devons faire? Chacun, selon sa philosophie, selon sa qui nous rassemble, nous du pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les élémentaux que nous devons avoir dans tous les partis politiques? Quand vous n'avez pas ça, même les problèmes de ce qu'on a appelé, les partis ont commencé à fusionner. Les regroupements politiques. Qu'est-ce qui a entraîné les regroupements? C'est parce qu'un parti, on a exigé un minimum de voix. Les seuils. Voilà, les mots est là, les seuils. Mais le problème des seuils peut être réglé. On n'a même pas besoin de ça. On dit seulement tel parti, avant de postuler, vous devez avoir rempli vos obligations. Votre comptabilité doit être déposée. Vos impôts doivent être payés correctement. Mais combien de partis seront capables de payer les impôts, de déposer les candidatures? Merci. Avant de déposer. Il suffit qu'on mette seulement cette condition. Nous avons plus de 500 5 ans de bilan. Même 5 ans, même si on disait 3 ans simplement. Mais nous avons plus de 500 partis politiques. On se retrouve avec une centaine, peut-être avec moins de 100. Vraiment. Donc ça sera déjà... Et là, c'est objectif. Hein. On vous élimine parce que vous n'avez pas contribué au budget de l'État. Vous, partis politiques, vous voulez aller gérer le budget de l'État, mais vous-même, vous n'avez jamais contribué à ce budget-là. On vous exclut. Et c'est grave. Merci. C'est grave. Merci beaucoup. Et là, maintenant, la dimension individuelle, c'est quand on parle de la transparence, là, ça devient des individus. Des qualités morales, des valeurs. Tout ça. Donc là, c'est aussi un domaine qu'on peut... On y reviendra prochainement pour essayer d'en parler. Merci beaucoup. Et je sais que vous serez prêts à répondre aux piles de questions qui seront posées. Je suis prêt. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche. Nous avons été heureux de vous savoir aussi nombreux. On se retrouve prochainement. Continuez à poser des questions et nous sommes prêts, comme M. Buffman a dit, à vous répondre. Merci beaucoup et au revoir.